Donc, bonjour à tous, chers membres du jury, chers collègues, chères familles et chers amis, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de la recherche que j'ai effectuée ces 4 dernières années dans le cadre de ma thèse de doctorat qui avait pour objectif de réfléchir comment intégrer la télédétection et l'apprentissage profond au sein des inventaires aériens des grands mammifères africains. Alors, cette thèse se structure donc en 5 chapitres principaux. Une première partie qui constitue du chapitre 1, qui est une introduction générale. Ensuite, les chapitres 2 à 4, qui sont vraiment le corps de recherche de la thèse. Et enfin, un dernier, 5e chapitre, qui, lui, est une discussion générale dans laquelle je vais aussi vous présenter des perspectives de recherche. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la biodiversité est actuellement en déclin et à un rythme assez alarmant. Et beaucoup de scientifiques s'accordent pour dire que nous sommes rentrés dans une période de 6e extinction de masse, qui est principalement due à nos modes de vie un peu excessifs, qui font que la WWF en 2022 estimait une perte globale de perte de population d'espèces à moins 69%. Et ce chiffre est à moins 66% pour l'instant en Afrique, alors que l'Afrique est un continent qui regorge d'une très grande richesse spécifique, notamment en grands mammifères, mais qui est aussi un continent dans lequel on s'attend à une forte croissance démographique d'ici 2100. Donc, pour tenter d'inverser cette tendance, il est vraiment crucial d'augmenter les efforts de conservation. Et une action de conservation qui a été particulièrement efficace dans le passé et qui est toujours d'actualité, c'est la mise en place d'aires protégées, qui sont donc des délimitations de territoires au sein desquels les espèces sauvages sont protégées et surveillées au fil du temps pour observer leur évolution et l'impact des efforts de conservation qui y sont impliqués. Et comme je viens de le dire, la mise en place unique juste des aires protégées n'est pas suffisante pour protéger les animaux. Il faut bien sûr les surveiller dans le temps et, je me répète, mais observer l'impact des actions de conservation qui y sont menées. Et l'approche la plus utilisée pour compter les grands mammifères en savane ouverte, c'est le comptage aérien par transect systématique, qui lui donc se base sur souvent un avion léger, un équipage de minimum 4 personnes, un pilote, un observateur avant et 2 observateurs arrière, qui vont venir survoler ce qu'on appelle des transects, qui sont des unités d'échantillonnage, qui sont distribuées de manière systématique, donc de manière régulière, sur l'ensemble de la zone à inventorier. Et les observateurs arrière vont venir compter au travers de leur fenêtre les animaux qu'ils survolent et les identifier, et puis reporter ce nombre à l'observateur avant qui va y associer une coordonnée GPS. Et sur base de ces comptages effectués à vue, des densités sont ensuite calculées pour enfin être moyennées et extrapolées à l'ensemble de la zone pour obtenir ce qu'on appelle des estimations de population. Et donc ce système traditionnel se base donc exclusivement sur la capacité des observateurs à pouvoir compter à vue et identifier les espèces depuis la fenêtre dans la vue. Mais donc ce système, comme il est exclusivement basé sur l'observateur, présente une source majeure d'erreur qui est l'observateur, qui est malheureusement soumis à tout un tas de facteurs qui peuvent affecter son comptage, comme des facteurs environnementaux, la taille des groupes, le comportement des animaux ou encore des facteurs logistiques qui sont eux relatifs à la méthode utilisée, comme la hauteur de vol ou alors la largeur de la bande d'échantillonnage. Et plusieurs défis sont à relever dans ce système dit traditionnel. Tout d'abord, il dépend exclusivement d'avions avec équipage, ce qui peut être risqué car les vols sont souvent effectués à basse altitude et puis aussi très coûteux. Et puis, cette méthode requiert des observateurs donc, entraînés et le comptage à vue est une tâche assez compliquée euh, et malheureusement qui ne produit pas de données qui peuvent être vérifiées ou alors enregistrées pour potentielle revérification ou certification. Donc, on peut uniquement faire confiance à ce que les observateurs ont vu durant les vols. Et tout ceci pourrait être amélioré par la télédétection, où ici le schéma que je vous ai présenté traditionnel évoluerait vers un système où l'œil de l'observateur serait remplacé par des caméras, des capteurs de télédétection. Alors la télédétection, c'est un terme qui reprend l'ensemble des techniques de collecte et d'interprétation des informations de la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. Il y a 2 systèmes principaux de télédétection, le système passif qui se base sur une source d'énergie qui est extérieure au capteur, bien souvent c'est le Soleil, et qui va réceptionner donc l'énergie qui est réfléchie par la surface terrestre, le corps terrestre. Et puis les systèmes actifs qui, eux, émettent leur propre signal et réceptionnent le signal renvoyé par la surface de la Terre. Il y a plusieurs plateformes de télédétection, donc il y a des plateformes basées sur le sol, des plateformes aériennes, mais aussi des plateformes dans l'espace, comme le satellite par exemple.
Et puis, donc, ces plateformes contiennent des capteurs qui vont produire des images à un nombre de bandes variées, et chaque bande est en fait une matrice de pixels qui correspond à une partie très spécifique du spectre électromagnétique. Comme par exemple une image que vous connaissez, enfin, que vous utilisez tous les jours, est constituée de 3 bandes, bleu, vert et rouge, chacun respective à une certaine partie du spectre électromagnétique. Et donc, cette utilisation de la télédétection au sein des inventaires aériens présente de nombreux avantages. Je vais citer le principal qui est de pouvoir acquérir des données de manière standardisée, donc c'est-à-dire des données prises de la même manière au fil du temps, et avec le moins de biais possible comparé aux observateurs. Et puis le défi principal, c'est que l'imagerie télédétection génère, les plateformes de télédétection avec les capteurs génèrent une très grande quantité de données, et l'analyse manuelle de ces données peut rapidement devenir très chronophage et très fastidieuse, qui est donc pour l'instant le principal frein à ces nouvelles méthodes. Mais ceci pourrait être automatisé ou semi-automatisé via différentes techniques. Et une technique prometteuse, c'est l'apprentissage profond, où là, le système évoluerait vers un traitement automatique des images comparé à une interprétation humaine précédemment. Et donc l'apprentissage profond, ou deep learning en anglais, donc est une sous-classe de l'intelligence artificielle et du machine learning qui se base exclusivement sur des réseaux de neurones artificiels qui sont, eux, inspirés du cerveau humain. Et l'un des réseaux de neurones, un type de réseau de neurones qui est particulièrement efficace pour traiter les images, ce sont les réseaux de neurones convolutifs, qui se basent sur une opération mathématique qu'on appelle la convolution, qui, elle, applique des filtres sur une image pour en extraire certaines caractéristiques, qu'on appelle en anglais features. Et donc ici, une petite animation pour vous montrer un peu l'effet de quelques filtres appliqués sur une image d'entrée. Alors vous pouvez voir que selon les valeurs des filtres, mettront en avant certaines caractéristiques comme le bord de l'animal, un changement de couleur ou alors une texture particulière. Et donc les réseaux de neurones convolutifs sont constitués d'un très grand nombre de ces couches de convolution, au sein duquel, dans les premières couches, les filtres permettent de détecter des bords, des changements de couleur, donc des informations dites de plus bas niveau, pour ensuite, en profondeur du réseau, extraire des informations de beaucoup plus haut niveau, comme par exemple la détection d'oreilles, de museaux ou alors de motifs dans le pelage. Et puis le grand avantage de ces réseaux de neurones convolutifs, c'est que les valeurs des filtres sont apprises automatiquement durant un processus qu'on appelle l'entraînement du réseau. Et donc, ces réseaux de neurones convolutifs ont aussi totalement révolutionné un type d'utilisation, un type d'algorithme ou de modèle dans le domaine plus large de la vision par ordinateur, que sont les détecteurs d'objets, qui permettent d'aller découvrir au sein d'une image, dans notre cas, nous, des animaux, y associer un label, dans notre cas, nous, le nom de l'espèce. Et donc, les architectures, donc des détecteurs d'objets basés sur les réseaux de neurones convolutifs, on peut les distinguer en deux grandes familles principales, ceux dits à 2 étapes, qui se basent donc sur les features extraites du réseau de neurones convolutifs, une étape intermédiaire qui va venir sélectionner des régions d'intérêt qui vont enfin être classées et dont les coordonnées des boîtes détourant les animaux vont être adaptées pour fitter au mieux l'animal dans l'image. Et puis, les approches en une étape où là, la classification et la régression des coordonnées des boîtes est faite de manière directe sur la sortie du réseau de neurones convolutifs. Et donc, ce système théorique combinant la télédétection et l'apprentissage profond a un grand potentiel pour les inventaires aériens. Et puis, en début de recherche de cette thèse, il y avait déjà plusieurs papiers qui ont montré donc, cette approche vraiment très, très intéressante. Mais par contre, ces papiers étaient un peu des papiers preuve de concept avec des jeux de données limités et souvent considérant uniquement ce qu'on appelle le cas binaire, donc la détection d'animaux ou absence d'animaux. Et donc, les manquements de la recherche à ce niveau-là, c'était d'évaluer la capacité de pouvoir aussi identifier les espèces en plus de les détecter et les compter. Aussi évaluer l'angle de vue oblique, qui, donc en début de thèse, était principalement dans la recherche à un angle de vue vertical dû à l'utilisation grandissante des drones. Puis le comptage de la faune domestique, donc du bétail, était aussi peu étudié. Et enfin, aucune recherche montrer ou démontrer réellement la plus-value de la combinaison de ces deux nouvelles technologies pour l'amélioration des estimations de population des grands mammifères en Afrique. Ce qui nous amène donc à la question de recherche de cette thèse. Est-ce que l'association de l'imagerie aérienne oblique et les modèles de deep learning permettent d'améliorer l'exactitude et la précision des estimations de population des grands mammifères en Afrique subsaharienne? Et donc cette thèse s'intéresse aux grands mammifères africains qui sont définis ici comme des mammifères terrestres de plus de 40 kg
vivant ou passant à travers les aires protégées. Je me suis aussi uniquement concentré sur les dispositifs donc, passifs de télédétection où les capteurs produisaient des images RGB, donc des images classiques. Et puis enfin, je me suis restreint donc à l'imagerie à ultra haute résolution, donc où les pixels valaient 10 cm en réalité, en dessous de 10 cm en réalité. Passons maintenant donc au corps de la recherche. Donc on commence avec le chapitre 2, dans lequel j'évalue le potentiel de détecteurs d'objets préexistants. Et ce chapitre a fait l'objet d'une publication scientifique en 2021, dont la référence est affichée ici sur la diapositive. Alors l'objectif de ce chapitre, c'est de comparer trois approches de détecteurs d'objets basées sur les réseaux de neurones convolutifs, qui montraient des bonnes performances dans le domaine plus large de la vision par ordinateur, pour une détection, une identification des grands mammifères au sein d'imagerie aérienne en prise de vue verticale, qu'on appelle NAVIR. Et le deuxième objectif, c'est d'identifier donc les avantages et les potentielles limites de la meilleure approche sélectionnée et tirer des conclusions générales pour une application en inventaire aérien. Alors pour ce chapitre, les jeux de données utilisés, donc deux jeux de données drones acquis en République démocratique du Congo, et puis un troisième jeu de données qui était issu de la littérature et qui avait été mis à disposition en accès ouvert. Et donc deux de ces jeux de données ont été utilisés pour entraîner les trois architectures et les comparer. 6 espèces ont été ciblées, je vous les présente ici. Et sur base de ces jeux de données, j'ai sélectionné la meilleure approche, donc le modèle ou l'algorithme qui montrait les meilleures performances parmi les trois. Et puis j'ai appliqué donc ce meilleur modèle sur le cas d'étude, qui était donc lui le troisième jeu de données, qui présentait tant des images ne contenant pas d'animaux, qu'on appelle des images négatives, que des images qui contenaient des animaux, donc des images positives. Ce jeu de données présentait aussi des espèces similaires que les jeux de données d'entraînement, mais aussi d'autres espèces, ce qui nous a permis de observer les capacités de généralisation des modèles, donc s'adapter à d'autres espèces dont on n'avait jamais vu auparavant. Alors les détecteurs d'objets étudiés, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous les présenter brièvement. Le premier s'appelle FasterRCNN, c'est un détecteur d'objets basé sur les réseaux neuronaux convolutifs en 2 étapes, qui est très connu et très utilisé. C'est peut-être même le plus connu. Puis LibraRCNN, qui est une version adaptée et améliorée de FasterRCNN. Et puis enfin RetinaNet, qui est lui un détecteur d'objets en une étape, qui a déjà montré de très bonnes performances en détection animale sur base d'imagerie aérienne. Ici, une petite parenthèse théorique sur comment j'ai évalué les différents modèles que je vais vous présenter dans cette thèse. Donc, je me base sur 2 métriques principales, une qu'on appelle le recall ou rappel en français et l'autre la précision. Le recall représente en fait donc, le pourcentage détecté de l'ensemble des animaux du jeu de données. Donc, par exemple, un recall de 70% signifie que 70% des animaux présents dans le jeu de données ont été détectés par le modèle, laissant 30% d'animaux manqués. Et puis la précision représente la proportion de l'ensemble des détections du modèle qui sont bel et bien des animaux. Donc par exemple, une précision de 80% signifie que sur l'ensemble des détections réalisées par le modèle, 80% sont bel et bien des animaux, les 120% ce qu'on appelle des faux positifs, donc des éléments qui ont été détectés et qui ne sont pas des animaux. Et puis, on peut calculer des coupes de valeur recall précision en faisant varier un seuil qu'on appelle un seuil sur le score de confiance dont le modèle prédit pour chaque détection, ce qui nous permet d'atteindre une courbe qu'on appelle précision recall. Et l'intérêt de cette courbe, c'est que lorsqu'on calcule l'aire sous la courbe qui s'appelle l'average precision, ça permet d'avoir un indice sur la capacité du modèle à correctement détecter une espèce. Et donc, une aire sous la courbe qui est proche de 1 signifie que l'espèce est bien détectée, et puis une aire sous la courbe proche de 0 signifie qu'elle est moins bien détectée. Et puis, si on moyenne l'ensemble de ces courbes pour chacune des espèces, on obtient une dernière métrique qui s'appelle la mean average precision, et qui, elle, est indicatrice de performance globale du modèle sur l'ensemble des espèces. Et donc, les résultats, quel a été le meilleur modèle? Donc ici, je vous mets sur votre droite les courbes de précision recall que je viens de vous expliquer. Et à gauche, vous avez les mean average precision pour chacun des détecteurs d'objets testés. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est LibraRCNN qui a obtenu les meilleures performances. Il a permis de détecter 95% des individus du jeu donné, mais par contre, 63% des détections étaient des faux positifs. Donc, on a une précision qui est très faible, malgré le fait qu'il ait détecté un très grand nombre d'animaux. Mais par contre, LibraRCNN, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, a permis de bien détecter une espèce d'antilope qui est le Cope des Façades. Vous pouvez le voir, donc c'est ici la courbe rouge par rapport aux 2 autres approches.
Et puis, LibreRCNN a été appliqué sur les cas d'études. On observe un peu les mêmes tendances pour les espèces minoritaires, donc dont le nombre d'échantillons était faible dans le jeu d'entraînement, les phacochères, les Top-Beta-Ça. Et puis, la précision, globalement, est aussi faible. Donc ici, on est à nouveau à 66% de faux positifs. Par contre, le modèle a quand même permis de pointer l'utilisateur vers 91% des images positives, donc qui contenaient des animaux, tout en aussi détectant des animaux qui avaient été manqués par l'humain durant l'étape de photo-interprétation. Et enfin, d'autres espèces ont aussi été détectées, alors que non présentes dans le jeu de données d'entraînement, comme les hippopotames ou les girafes. Et donc, en conclusion, pour ce premier chapitre, donc on se rend compte que l'identification des espèces est possible via ces détecteurs d'objets préexistants et que les modèles ont montré des premiers signes de généralisation, donc c'est-à-dire détecter des espèces sur lesquelles ils n'avaient pas été entraînés. Mais par contre, un point à faire attention, c'est le nombre de faux positifs qui est très important. Et puis, en faisant une analyse un peu plus poussée, je me suis rendu compte qu'en fait, 40% des faux positifs étaient situés en contexte de troupeau, où il y avait une surestimation systématique des animaux dans ces conditions-là, due à la proximité assez importante des animaux dans ces cas-là. Et puis, j'ai aussi observé que et ça pour l'ensemble des détecteurs d'objets testés, que les petits animaux, notamment les phacochères, étaient difficilement détectés par les modèles. Et puis aussi, je me suis rendu compte que l'annotation sous forme de boîte était assez compliquée dans ces cas de troupeaux où les animaux étaient très proches les uns des autres. Donc, en conclusion, ces approches préexistantes ont un beau potentiel, mais ne seraient peut-être pas adaptées à tous les cas qu'on pourrait retrouver en détection de faune, c'est-à-dire tant des individus isolés que des individus très proches les uns des autres. Ce qui nous amène maintenant donc, au troisième chapitre, dans lequel je vais vous présenter donc, une architecture que j'ai développée pour répondre donc, à ces problématiques que je viens de vous présenter. Et donc, ce chapitre a de nouveau fait l'objet d'une publication scientifique en 2023, dont la référence, à nouveau, est indiquée ici sur la diapositive. Et donc, l'objectif, c'est sur base des conclusions du chapitre 2, développer, designer un nouveau détecteur d'objets basé à nouveau sur les réseaux de neurones convolutifs pour compter et détecter précisément tant les individus isolés que les individus denses. Ce qui nous a aussi motivé à se pencher sur le développement d'une nouvelle architecture, c'est que les observations qu'on a réalisées en chapitre 2, je pensais qu'elles pouvaient être aggravées via l'utilisation de l'angle de vue oblique, car un angle de vue oblique augmente le chevauchement entre les animaux, comme vous pouvez le voir ici sur l'image. Et donc les motivations principales pour développer cette architecture, qui est une architecture sous forme de points, que je vais vous présenter en quelques instants. Donc tout d'abord, le fait de tracer des points sur des animaux, notamment en troupeau, c'est une tâche qui est beaucoup plus rapide, mais aussi qui engendre moins d'erreurs que tracer des boîtes. Vous pouvez le voir ici entre les deux cas que j'ai commencé à noter. Et puis aussi, l'approche que je vais vous présenter, je me suis inspiré d'un autre domaine qui est le comptage de foule, qui est un domaine à part entière en vision par ordinateur aussi, et qui, selon moi, présentait beaucoup de similarités avec notre cas à nous, donc en comptage de troupeau. Comme l'occlusion importante, donc le chevauchement entre les objets dans l'image, la présence d'un arrière-plan assez complexe qui peut générer des faux positifs, la variation d'échelle de par l'angle oblique, et enfin la distribution non uniforme des animaux au sein du jeu de données, ou des humains au sein du jeu de données. Et troisième motivation, c'est que donc les approches de comptage de foule se basent sur ce qu'on appelle des cartes de densité qui permettent d'avoir un comptage très précis en sommant la valeur des différents pixels, mais une perte de localisation lorsque les objets sont très proches les uns des autres. Donc dans ce cas-ci, lorsque les humains sont très proches les uns des autres. Et de l'autre côté, on a les détecteurs d'objets qui permettent d'avoir une bonne localisation, mais par contre, où on a observé dans le chapitre 2 qu'il y avait une perte de précision lorsque les animaux étaient très proches les uns des autres. Et donc la solution optimale se trouve là, entre ces deux approches que je viens de vous présenter. Donc, pour développer l'architecture que je vous propose, je me suis basé sur un jeu de données qui a été pris dans la réserve naturelle et culturelle de Venedig, qui est située dans le nord-est du Tchad, qui sont des images qui proviennent de leur inventaire réalisé en 2019, avec beaucoup d'animaux, 3 espèces domestiques qui ont été ciblées, donc les dromadaires, les ânes et les chèvres et les moutons, qui ont été regroupés au sein d'une seule espèce. Et puis l'intérêt de ce jeu de données, c'était que les animaux présentaient tant des distributions d'individus qui étaient très éloignés les uns des autres, que des individus vraiment très proches et de petite taille, ce qui était particulièrement le cas pour les chèvres et les moutons. Et même en très grand nombre, j'ai des images qui faisaient parfois plus de 8 à 900 têtes
Et donc, deux modèles de référence pour comparer l'approche proposée, une basée sur les boîtes comme utilisée dans le chapitre 2, et puis une basée sur les cartes de densité, qui est typiquement ce qui est utilisé en comptage de foule. Et donc voici l'approche que j'ai développée, qui s'appelle HerdNet, qui prend en entrée donc une image à l'aide d'un réseau de neurones convolutifs à extraire des features. Et puis sur base de ces features, il y a deux têtes de réseau. La première qui permet d'extraire, permet de produire donc des cartes de localisation desquelles on peut extraire la localisation précise des animaux. Et puis une deuxième tête qui, elle, va produire des cartes de classification qui vont permettre d'associer un nom d'espèce à chacun des points détectés. Et maintenant, passons aux résultats. Donc ici, typiquement, une image du jeu de données, desquelles je vous ai extrait 3 imagettes qui contiennent les 3 espèces étudiées. Donc les résultats, tout d'abord, de l'approche par boîte qui est Faster RCNS, ce qu'on peut observer déjà qualitativement, c'est que on observe la même chose que dans le chapitre 2. Donc lorsque les individus sont très proches les uns des autres, il y a beaucoup de boîtes qui sont prédites, donc une perte de la précision et donc une surestimation. Et ça se valide quantitativement avec une précision qui est ici de 39%, donc 61% de faux positifs. Pour l'approche basée sur les cartes de densité, bon, on voit, dans ce cas-ci, il y a un peu plus de mal à détecter les dromadaires. Et puis enfin, pour HerdNet, de manière qualitative, on voit que le problème semble avoir été résolutionné lorsque les individus étaient proches les uns des autres. Et ça se vérifie quantitativement avec la précision ici qui est presque doublée, en plus d'avoir détecté 10% supplémentaires d'animaux. Par contre, le point à faire attention, c'est qu'ici, on observe une confusion entre les différentes espèces qui est un peu plus importante, de 5% en l'occurrence. Ici, j'ai aussi calculé donc, la variation donc, des deux métriques principales selon la proximité entre les individus. Donc, j'ai créé 3 classes de proximité. Ce qu'on peut observer donc, sur le graphique en bas à gauche, c'est que peu importe la classe de proximité, il y a une différence non significative entre l'approche par boîte et l'approche par point. Donc, les deux modèles détectent, lorsque les animaux sont en troupeau, au moins autant d'individus. Mais par contre, pour la précision, on voit que HerdNet est significativement différent, et ce pour l'ensemble des classes de proximité, montrant ainsi donc une meilleure précision et donc moins de faux positifs en situation de troupeau. Et donc en conclusion, HerdNet est invariant, des performances qui sont invariantes à la proximité entre les individus. Et ça se valide quand on regarde ici ces droites-ci, qui sont des droites qui vous montrent donc en X le comptage réel au sein des images et en Y le comptage estimé par les différentes approches. Donc l'approche par boîte, on a une surestimation systématique, ce qui colle avec ce qu'on avait observé dans le chapitre 2. L'approche donc basée sur les cartes de densité, là on a une sous-estimation principalement pour les gros groupes. Et enfin, HerdNet qui lui est beaucoup plus proche de la réalité, avec donc des valeurs des métriques de comptage qui sont donc, beaucoup plus précises pour le comptage des animaux. Alors, j'ai aussi évalué donc, le HerdNet pour son potentiel en comptage au sein d'images en prise de vue verticale. Donc, je l'ai entraîné sur le jeu de données du chapitre 2 et j'ai comparé donc, ces résultats avec le meilleur modèle qui était LibreRCNN. Ce qu'on peut observer, donc, il y a une légère perte de pourcentage d'animaux détectés, donc enfin une légère, on a 10% de perte de détection des animaux, mais par contre, la précision a été plus que doublée, menant à une erreur de comptage qui est beaucoup plus faible. Mais par contre, à nouveau, on observe une confusion plus importante pour l'identification des animaux. Mais j'ai aussi oublié de préciser, mais le temps de traitement ici est 4 fois plus rapide qu'avec les approches précédentes par l'image. Et voici donc visuellement un peu ce que ça vous donne pour les différents cas de distribution des animaux. Donc en conclusion, pour ce chapitre, on se rend compte que HerdNet semble être la meilleure approche pour tant compter que détecter les animaux au sein d'imagerie aérienne oblique, mais aussi en prise de vue verticale, et que sa précision est invariante à la proximité entre les individus. Mais le point à faire attention, c'est l'identification des espèces qui doit et pourrait être améliorée à l'avenir. Maintenant, on passe au dernier chapitre donc, du cours de la recherche, dans laquelle j'ai intégré donc, HerdNet au sein du processus global de réaliser leur désinventaire, c'est-à-dire l'acquisition des données vers les estimations de population. Et ce chapitre a fait, lui, l'objet de 2 autres publications scientifiques en 2023 et en 2024. À nouveau ici, dont les références s'affichent à nouveau ici sur la diapositive. Donc l'objectif ici, c'est sur base des conclusions des chapitres 2 et 3, c'est vraiment réfléchir à quelle est la contribution donc, de tout ce que je viens de vous présenter au sein des inventaires aériens photographiques. 2 objectifs. Un premier qui consiste donc en un sous-chapitre dans lequel j'ai essayé de quantifier la réduction d'interprétation humaine sur image oblique dans le cadre des inventaires aériens photographiques. Et un deuxième sous-chapitre dans lequel là, je réponds à la question de recherche générale de la Terre.
Alors pour le premier sous-chapitre, pardon, je me suis intéressé donc, à une zone d'étude qui est située donc, en Ouganda, qui est l'aire protégée Queen Elizabeth, et au sein desquelles donc, 12 espèces tant sauvages que domestiques ont été étudiées. Et là, on était vraiment dans un cas d'étude représentatif de la réalité, c'est-à-dire avec moins de 10% des images qui contiennent des animaux et plus de 90% qui ne contiennent pas d'animaux. Et là, j'ai bien évidemment appliqué sur base des résultats du chapitre 3 HeardNet. Et je l'ai évalué de deux manières, en répondant à deux questions. La première, c'est quand HeardNet arrive à détecter des animaux au sein des images positives, à quel point il le fait bien. Et puis, deuxième question, à quel point il arrive à discriminer ou non les images qui ne contiennent pas des animaux. Alors, pour ce qui est de la détection au sein des images positives, on a obtenu des métriques assez intéressantes, donc un recall de 85%, donc quand même 15% d'animaux manqués, une précision de 85%, donc seulement 15% de faux positifs. Et donc ici, un cas d'image où ça a particulièrement bien marché, où l'ensemble des animaux ont été détectés avec zéro faux positif. Pour ce qui est de la détection des espèces, à nouveau ici, vous voyez sur votre gauche les courbes de précision recall pour chacune des espèces. Ce qu'on peut observer tout d'abord, c'est que les espèces majoritaires, c'est-à-dire les espèces où on avait un nombre d'échantillons assez important dans les données d'entraînement, sont particulièrement bien détectées et reconnues. Mais par contre, pour les espèces minoritaires, là, les performances chutent drastiquement, dû à un faible nombre d'échantillons dans le jeu d'entraînement, majoritairement. Et puis ensuite, ce que j'ai aussi observé à nouveau, c'est une forte confusion entre des espèces qui étaient visuellement semblables, comme par exemple des espèces d'antilopes, le topi ici et le coq d'Ouganda, donc en C et en D. Et puis, idem avec certaines vaches, avec les buffles sauvages. Pour ce qui est de la discrimination donc, des images négatives, donc sur base d'un jeu de données indépendant de 6027 images tests, présentant, je vous le rappelle, une distribution de 10% d'images contenant des animaux et plus de 90% n'en contenant pas. HeardNet a permis donc de guider vers les images positives qui contiennent 98% des animaux, tout en permettant d'éliminer 80% des images négatives, ce qui fait un gain de charge de travail estimé à 74%. Mais par contre, dans ces images restantes, il reste un bon nombre de faux positifs, estimé ici à 50% des détections. Et donc, en conclusion de ce premier sous-chapitre, donc une réduction de charge de travail estimée à moins 74%, mais par contre, il y a une nécessité, selon moi, de revoir et de vérifier les détections du modèle pour permettre de détecter les 15% d'animaux qui ont été manqués, pour améliorer l'identification des animaux, qui est pour l'instant le gros point faible de HeardNet, et enfin pour réduire le nombre de faux positifs, qui est aussi très important pour l'instant. Et maintenant, passons directement au deuxième sous-chapitre. Là, donc, un deuxième jeu de données qui, lui, a été pris dans le parc national de la Comoé, situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, présentant là vraiment donc, un inventaire réalisé à grande échelle sur une aire protégée de 11 500 km², présentant des habitats traditionnels entre la forêt et la savane. Donc un inventaire qui a été réalisé pendant 12 jours par une équipe de 6 personnes, 156 transects ou unités d'échantillonnage répartis en 4 strates. Et puis de cet inventaire qui est, je dois le préciser, mais réalisé de manière hybride, donc tant simultanément donc, de la manière traditionnelle avec les observateurs de chaque côté de l'avion, mais aussi en ayant ajouté des caméras en prise de vue continue le long des transects. Et donc, au total, 150 000 images environ ont été, un peu moins de 150 000 ont été acquises le long des transects, et 7 espèces clés ont été étudiées. Et donc, ces 150 000 images ont été prises de manière oblique de chaque côté de l'avion, avec un certain chevauchement, comme vous pouvez le voir sur l'animation ici, entre les images. Et puis, ces images ont été vérifiées sur base d'une boucle assez simple que j'ai développée, qui intègre un modèle de deep learning, qui est dans ce cas-ci HeardNet, mais entraîné sur les données du premier sous-chapitre, qui va aller traiter chacune de ces images, y détecter des animaux sous forme de points, et sur base de chacun de ces points, des imagettes sont automatiquement extraites et centrées sur ces points. Et lors d'une première phase de vérification humaine, j'ai manuellement vérifié chacun de ces imagettes, et je les ai classées en faux positifs, incertain lorsque je ne pouvais pas prendre ma décision à 100%, et enfin, vrai positif lorsque j'étais sûr et certain que c'était bien un animal qui avait été détecté. Et ces vrais positifs ont ensuite été reprochés dans le système de coordonnées de base de l'image entière. Et puis, lors d'une deuxième phase de vérification, j'ai été vérifier l'ensemble de l'image pour voir si le modèle n'avait pas manqué des animaux durant sa première analyse. Et ça m'a permis aussi, cette deuxième phase, d'améliorer l'identification des animaux. Et puis, ces images et ces détections vérifiées, je les ai ensuite rentabilisées en réentraînant le modèle sur celle-ci, de manière à ce qu'il puisse mieux s'adapter à cette nouvelle aire protégée.
Troisième et dernière étape, donc je vous ai présenté tout à l'heure que les images se chevauchaient le long des transects. Mais il y a donc parfois il y avait des animaux présents sur ces zones de chevauchement, donc les mêmes animaux présents sur plusieurs images consécutives. Et donc lors de la troisième étape, j'ai manuellement vérifié donc les détections vérifiées des modèles sur base de la boucle que je viens de vous présenter. Et j'ai pris une décision à chaque fois si est-ce que c'était les mêmes animaux qui avaient été détectés deux fois ou non. Et dans un tel cas, je les mettais de côté pour éviter de surestimer certaines espèces. Maintenant, pour l'analyse des données, donc j'ai appliqué la méthode statistique utilisée aussi dans les inventaires traditionnels pour obtenir mes estimations de population. J'ai aussi comparé les deux méthodes avec un test statistique. Et enfin, j'ai réalisé une analyse complémentaire qui m'a permis de pouvoir expliquer les différences que j'observais entre l'approche traditionnelle et l'approche semi-automatique. Première explication, donc, c'est qu'une partie du groupe d'animaux était cachée par la végétation. Deuxième, c'est que je soupçonnais une erreur de comptage des observateurs. Troisième, c'est qu'une partie des animaux ou l'entièreté du groupe des animaux était hors bande sur les images, mais comptée dans la bande par les observateurs. Quatrième, c'est que tout simplement, les animaux ont été annoncés par les observateurs, mais manqués par le modèle dans l'analyse semi-automatique. Et enfin, le groupe annoncé par l'observateur n'a tout simplement pas été trouvé dans les images contemporaines. Et maintenant les résultats, donc ici un graphique en bâtonnet qui vous montre donc les bâtonnets foncés, les estimations de population provenant de l'approche traditionnelle et les bâtonnets plus clairs provenant de l'approche semi-automatique. Ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est que l'approche semi-automatique permet d'obtenir des estimations de population qui sont au moins équivalentes à l'approche traditionnelle. Mais par contre, pour les petites espèces qui avaient tendance à être statiques lors du passage de l'avion, là, on a vraiment une estimation qui est plus de 3 fois supérieure, notamment pour le club de Buffon, et presque, donc ici, 2,6 fois supérieure pour le phacochère. Donc une différence qui est très hautement, significativement différente. Et puis ce qu'on observe aussi de manière positive, c'est que l'intervalle de confiance, donc l'erreur, si vous voulez, associée à l'estimation de population, est resserrée pour pas mal d'espèces, donc ce qui montre une meilleure précision aussi quant aux estimations. Et puis pour l'analyse complémentaire, donc une grande partie en fait des différences observées étaient dues à la présence de végétation, qui ne permettait pas dans les images de pouvoir détecter tous les animaux. Et puis la deuxième, c'est que beaucoup de groupes annoncés par l'observateur n'ont tout simplement pas été trouvés au sein des images. Et ces deux explications expliquent en fait plus de 50% des différences observées. Pour ce qui est donc de l'effort humain donc investi dans ces étapes de vérification, je me suis chronométré pour chacune des étapes. Au total, ça m'a mis 111 heures de vérification. Ici, donc vous pouvez voir la distribution selon les différentes étapes dans le tableau. Et puis si je compare ça à une approche entièrement d'interprétation entièrement manuelle pour les 150 000 images, on a un total d'environ 5000 heures si on considère une analyse de 2 minutes par image pour un humain. Ce qui fait en théorie donc un gain de temps estimé à 98% pour ce cas d'étude. Et donc en conclusion, donc à ce chapitre 2, deuxième sous-chapitre, pardon, donc l'association de la TLD et l'apprentissage profond permet d'obtenir des estimations de population qui sont plus exactes pour les petites espèces notamment, mais aussi plus précises pour plusieurs espèces. On a aussi un temps d'interprétation humaine qui est grandement diminué, et enfin on observe des limites dans les zones à végétation très importantes. Ce qui nous amène maintenant au dernier chapitre de cette thèse, donc une discussion générale. Et puis ce chapitre s'appuie en partie sur un cinquième et dernier papier publié aussi ici en 2024, on l'a référencé à nouveau aussi sur la diapositive, qui là est une revue de la littérature sur l'utilisation de l'imagerie satellite à très haute résolution pour inventorier la faune en général. Et donc tout d'abord, donc les résultats principaux donc, de cette recherche. C'est donc d'un côté, la télédétection permet d'obtenir des meilleures estimations de population grâce à une méthode d'acquisition d'images qui est plus standardisée. Et de l'autre côté, on a l'apprentissage profond qui permet de nettement diminuer le temps d'analyse des images. Mais par contre, j'aimerais bien, donc selon moi, le système théorique totalement automatique doit évoluer vers un système plus assisté par l'intelligence artificielle, où l'humain est, selon moi, un maillon essentiel au sein de la chaîne pour vérifier les détections du modèle, pour notamment détecter les individus manqués, retirer les faux positifs, et comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi vérifier les identifications des différentes espèces. Alors pour ce qui est des implications pratiques, donc je vous le rappelle, le système traditionnel s'appuie sur un minimum de 4 personnes, un certain nombre d'équipements, et puis une analyse des données qui est essentiellement manuelle.
Et puis, on a l'approche que je propose ici, assistée par intelligence artificielle, où là, on pourrait se restreindre à 2 personnes. Donc, un pilote et puis un observateur avant qui vérifierait que tout le matériel fonctionne correctement lors des vols. Et puis, un complément dans l'équipement pour avoir des caméras de meilleure qualité, de meilleures lentilles, des intervallomètres pour prendre des images de manière régulière le long des transects, et aussi un très bon ordinateur pour traiter les images. Et puis, pour ce qui est du traitement des données, ben là, on en vient à un traitement semi-automatique où on vient intégrer un modèle d'intelligence artificielle au sein de cette chaîne. Et donc, ce nouvel équipement représente un investissement initial estimé entre 8 000 et 10 000 euros si on fait l'hypothèse qu'on peut réutiliser l'ensemble de l'équipement de l'approche traditionnelle. Et puis, pour ce qui est de l'analyse des données, ben là, on a besoin d'un personnel avec des compétences multidisciplinaires pour à la fois entraîner ou réentraîner le modèle sur les différentes zones d'études, mais aussi vérifier les détections. Autre chose aussi que j'aimerais bien mettre en avant, c'est qu'on pourrait faire migrer le travail des observateurs du comptage à vue depuis l'avion vers une vérification des détections d'un modèle sur ordinateur, qui est une tâche déjà moins risquée, mais aussi pendant laquelle on peut faire des pauses et qui ne rend pas malade. Pour ce qui est donc des défis qui restent à relever selon moi pour un meilleur comptage aérien et aller plus vers encore une meilleure automatisation, c'est tout d'abord réduire encore plus le nombre de faux positifs. Ça pourrait se faire via l'amélioration du détecteur d'objets, donc de FRNet, ou alors pourquoi pas combiner, comme je l'ai fait ici, avec des étapes de vérification humaine. Pour ce qui est l'identification des espèces, idem, ici je l'ai fait en vérifiant manuellement chacune des détections, mais il serait aussi intéressant de combiner les images avec d'autres variables relatives aux espèces, comme la structure du troupeau, ou l'utilisation de l'habitat, ou la proximité avec d'autres espèces. Donc c'est un aspect sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Aussi, un aspect intéressant, ce serait donc de mieux gérer ce chevauchement entre les images. Pourquoi pas automatiser la détection et la détection des doublons. Donc ici, je vous montre les résultats d'un premier algorithme que j'ai commencé à travailler dessus et qui montre des bons résultats pour détecter les individus qui sont statiques d'une image à une autre. Mais par contre, pour l'instant, les performances chutent drastiquement lorsque les animaux sont mobiles lors du passage à l'avion, ce qui est un cas assez courant quand même. Et puis enfin, pour l'estimation des transects, qui ont un impact sur le calcul statistique des estimations de population, ce sera intéressant aussi d'intégrer les GPS et des capteurs d'orientation appliqués aux caméras, combinés avec des modèles numériques de hauteur et de terrain pour vraiment projeter précisément l'image au sol et donc avoir une empreinte très précise de ce qu'elle représente en réalité, ce qui nous permettrait de mieux estimer les aires de ces différents transects. Et idem, ici, c'est aussi un aspect sur lequel j'ai déjà commencé à travailler et dont les résultats sont assez intéressants pour l'instant. Aussi, donc ici, la partie qui s'inspire de l'article que je vous ai mentionné tout à l'heure, sur l'utilisation du satellite pour inventorier la faune. Donc, je vais passer en revue brièvement les différentes plateformes utilisées pour l'instant. Donc, il y a le drone qui coche tout un tas de cases de manière positive, mais par contre, sa faible couverture spatiale est un frein pour l'instant à son utilisation. Par contre, lui, l'avion n'a pas ce problème-là, et c'est même pour ça qu'il est utilisé majoritairement pour l'instant pour les inventaires aériens. Mais par contre, il y a la logistique complexe, les risques associés et aussi la potentielle perturbation de la faune sont des éléments négatifs pour cette plateforme. Mais les résultats de sa thèse ont permis d'atténuer certains de ces éléments. Et puis enfin, il y a le satellite, où là, lui, cette plateforme permet d'acquérir vraiment des images vraiment de grande ampleur, donc de grande surface. Mais par contre, la taille des pixels actuellement, donc les meilleurs sont à 30 cm d'un pixel en réalité, est trop faible pour vraiment dissocier les différentes espèces, mais aussi pour discriminer un animal d'autres éléments dans l'arrière-plan, comme des roches ou des arbres, etc. Aussi, point de vue flexibilité du satellite, pour l'instant, et puis je pense que ça restera, mais c'est l'impact des nuages qui rendent certaines images inutilisables. Et puis aussi, on n'a aucun contrôle pour l'instant sur l'acquisition des images, ce qui peut faire que l'image ait été prise à un moment non opportun d'activité des animaux, et donc qui ne permet pas un comptage précis de ceci. Et puis enfin, il y a l'aspect coût, qui est très important pour l'instant pour ce type d'imagerie. Donc, j'ai ici un ordre de grandeur pour une image Pléiade Neo, qui est une image qui a une résolution de 30 cm par pixel. Pour 400 km², on est à plus de 30 000 euros pour l'instant. Et donc, en conclusion, selon moi, le satellite, cette haute résolution, n'est pas une alternative pour l'instant pour inventorier les grands mammifères en Afrique.
Et pour finir, je vais vous présenter 4 perspectives principales. La première, comment améliorer EarthNet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il sera intéressant de combiner, en plus des images, des variables relatives à l'espèce, comme la structure de troupeau, la proximité avec d'autres espèces, ou alors l'endroit où cette espèce est présente au sein du parc. Aussi, je pense que l'entraîner sur un très grand jeu de données permettrait d'avoir de meilleures performances. Et c'est aussi l'un des aspects sur lesquels je suis en train de travailler. Et des premiers signes de généralisation sont déjà présents, comme la détection d'espèces sur lesquelles il n'a jamais été entraîné, comme par exemple des lions, certaines espèces d'oiseaux, mais aussi certaines traces d'activité humaine. Et puis pour l'instant, ce modèle-là permet, sur un jeu de données indépendant, de détecter 95% des images positives. Et donc là, on s'en va vraiment vers des applications pratiques de ce qui a été développé dans le cadre de cette thèse, ce qui nous motive aussi pour l'instant à travailler sur un projet de page qui sera accessible pour les gestionnaires de parcs et qui permettrait d'utiliser ce modèle pour traiter leurs données d'inventaire aérien. Deuxième perspective, faire avancer ce qu'on appelle donc mettre à jour les standards. Donc, qu'est-ce que sont les standards? C'est un manuel qui permet de expliquer comment réaliser un inventaire aérien traditionnel, les méthodes statistiques aussi à appliquer. Et puis, selon moi, donc oui, ces standards sont vraiment une référence sur le terrain et sont très souvent suivis pour réaliser les inventaires. Et selon moi, dans un futur proche, ce serait essentiel d'inclure au moins un protocole basique d'acquisition d'images obliques. Et puis, pourquoi pas, dans un futur un peu plus lointain, des liens et des conseils pour utiliser l'intelligence artificielle pour traiter de manière efficace les images. Avant-dernière perspective, donc les avions légers présentent certains désavantages, comme une régulation stricte, mais aussi du carburant qui est assez compliqué à avoir et une faible flexibilité en vol. Les drones qui, eux, permettent de révolutionner un peu ces problématiques, mais par contre qui ne permettent pas de couvrir de grandes surfaces. Et enfin, je pense que donc, les avions ultra légers, les ULM, donc microlight en anglais, eux seraient la situation intermédiaire la plus adaptée dans le futur pour les inventaires aériens, car tout d'abord, ils utilisent donc du carburant qui est beaucoup plus facile d'accès et moins cher. Il y a moins de régulation sur la capacité de pouvoir poser des capteurs sur cette plateforme. Il permet donc une grande couverture de territoire et puis enfin, il permet aussi une meilleure flexibilité en vol. Et puis enfin, dernière perspective, pourquoi pas tirer parti donc, des différentes forces, des différentes plateformes de télédétection pour créer des projets à plus grande échelle sur de grandes aires protégées, en utilisant par exemple le satellite pour détecter des changements d'utilisation du sol, qui permettrait ensuite de faire des vols en ULM ou en avion beaucoup plus ciblés pour avoir une information beaucoup plus précise. Et pourquoi pas enfin utiliser le drone pour avoir vraiment un suivi temporel très précis au sein de cette aire protégée. Je vous remercie pour votre attention.